parle de Colette, un des premiers mots qui surgit, ce n'est certainement pas celui de savante. Faites l'expérience et vous verrez s'insinuer sur le visage de votre interlocuteur, au mieux, un sourire incrédule. Et oui, parce que Colette, c'est la sensibilité, le triomphe des sens, la spontanéité, du génie, on lui en connaît certes, mais un génie innocent, primitif. Elle est cette grosse abeille dont Mauriac se demandait où elle ne s'était pas fourrée, et elle-même ne s'est jamais défendue face aux stéréotypes d'une Colette sensuelle, solide, terrienne. Bien au contraire, elle a tout fait, même pour qu'on ne la prenne pas pour un penseur. Cette position, elle l'affiche à coups de déclarations fracassantes. Elle se dit réfractaire à toute préoccupation intellectuelle, aux idées générales qui lui allaient, dit-elle, comme un chapeau à plumes ou un anneau dans le nez. Et à un journaliste qui lui demande ce qu'elle pense de quelques graves problèmes du moment, elle n'hésite pas à répondre « Écoutez, monsieur, j'ai écrit, faut-il encore que je pense ?» On ne se méfie jamais assez des interviews d'écrivains, ni des poncifs qui ont une part de vérité, mais qui négligent l'essentiel. Car on peut se demander si une lecture attentive, et j'aurais envie de dire plus respectueuse aussi, de son œuvre n'est pas au contraire susceptible de révéler une pensée savante, prise dans son sens le plus large. Je contemple, j'interroge, ces mots résument toute la pertinence, la profondeur d'approche du monde par Colette. Quel que soit le lieu, l'endroit, l'époque, il y a toujours pour elle matière à exercer sa curiosité intellectuelle. Matière toujours nouvelle, toujours diverse, un goût de la découverte, le besoin de savoir, de saisir ce qui se dérobe naturellement à l'attention de celui qui se contente de passer. Nous ne regardons jamais assez juste, jamais assez passionnément. Cette prodigieuse curiosité, elle vient de très loin, elle vient d'ici, de Saint-Sauveur, de son éducation, de sa famille. Sa mère, Sido, qui elle aussi, on peut dire, écologiste avant la lettre, vit en accord avec la nature, qu'elle observe avec une avidité passionnée, puisqu'elle guette les éclosions, la métamorphose éblouissante des chrysalides de papillons. Elle observe en interdisant qu'on y touche la chenille qui dévore une plante rare, ou l'araignée qui, le soir, descend du plafond de sa chambre pour boire dans la tasse de chocolat posée à son chevet. Au contact de cette mer peu banale, Colette développe un sens aigu de l'observation qui la conduit à vouloir vivre intensément de l'intérieur les particularités des choses de la nature, qu'elles soient plantes ou animales. À 10-12 ans, elle se définit comme une reine de la terre, fière de son savoir et de ses découvertes. N'étais-je pas celle qui savait le nom de la fleur et du caillou, celui de la bête qui connaissait le sentier de traverse et la source où on pouvait voir? Mon enfance, mon adolescence furent toutes deux occupées uniquement de diriger leurs subtiles antennes vers tout ce qui se contemple, s'écoute, se palpe et se respire. Quant à son père, le capitaine Colette, il témoigne d'une foi absolue en la science. Il est membre de plusieurs sociétés savantes, il écrit dans des revues scientifiques, il recevra même à la Sorbonne une médaille pour ses travaux topographiques. Colette va trouver auprès de lui d'autres stimulants intellectuels. Il lui montre des planches botaniques et cite le nom latin de chaque plante, puisqu'il a de la faune et de la flore une connaissance encyclopédique. Mais il éveille également en elle, il l'éveille également à l'astronomie. Au coucher du soleil, quand l'étoile du soir apparaît au-dessus des bois de Moutier, il s'écrie « Vespère » et récite des vers en installant son télescope pour suivre les constellations. Ces années d'apprentissage, de sensibilisation, vont déterminer chez Colette une manière de voir, de sentir, d'exprimer une démarche et une méthode que nul n'a jamais encore explorée.
C'est l'univers dans toute sa diversité, son étendue, qui passe au crible de son regard ultra-sensible. Dépasser le poncif du chat, c'est temps d'y arriver, par exemple, mais il éclate que c'est le règne animal tout entier qui l'intéresse. Chat, chien, léopard, jaguar, singe, lézard, araignée, pieuvre, python. Et il ne s'agit pas de céder au plaisir d'une contemplation un peu béate, mais de pénétrer dans l'intimité de chaque animal, de s'immiscer dans son monde particulier pour le saisir dans toute sa vérité. Dans sa manière d'observer comme dans celle de décrire, Colette manifeste une profonde originalité parce qu'elle se sert aussi admirablement des mots pour accueillir le monde, pour l'inspecter, l'interpréter, aller au-delà des apparences. Pour elle, curiosité et tâche d'écrire vont de compagnie et elles sont toutes les deux infinies. La curiosité de Colette se tourne inlassablement aussi vers la dénomination de l'univers, car pour elle, le mot, le nom, est le code d'accès à la connaissance cachée du mot. Voilà pourquoi elle aura toujours à portée de la main des dictionnaires, des encyclopédies, des récits de voyage, la vulgarisation scientifique sous toutes ses formes, botanique, histoire naturelle, vie des profondeurs marines, oiseaux, papillons, exactement les mêmes ouvrages qui peuplaient autrefois la bibliothèque familiale de Saint-Sauveur. Les souvenirs entomologiques de Fabre, les annales de Flore, l'horticulteur universel, le dictionnaire pittoresque d'histoire naturelle de Guérin, les 68 volumes de la collection du Tour du Monde qu'elle aura lus d'un bout à l'autre et 100 autres ouvrages du même ordre. Et dans cette quête de ce que Colette appelle le mot « meilleur que meilleur » et encore meilleur, elle consulte le magnifique atlas en couleurs de D'Orbigny, bifurque sur le poisson épinoche. Émerveillée, elle continue à tourner les pages, voyant parmi des jardins océaniens, parmi des jardins océaniens, descendant sous les mers, elle ferme son encyclopédie au profit d'un dictionnaire qui lui offre d'autres découvertes zoologiques. J'aime tant tout ce que je ne connais pas. Voyez un peu où peut conduire un loyal désir de s'instruire. Il mène très loin, puisque la science de Colette est telle qu'elle nous confond. Lupin bleu, reine des prés, aconite, campanule, hibiscus. Elle est presque capable de mettre un nom sur toutes les espèces de papillons, françaises ou étrangères, exotiques. Dans les vrilles de la vigne, elle se vante de savoir le nom du beau papillon crépusculaire posé sur le tronc d'un orme, l'Ichénée. Elle aime à partager aussi avec autrui son goût des mots savants. Et un jour, elle tente d'enseigner à une voisine le nom du penstémon, qui fleurit les parterres du Palais Royal, mais elle ne reçoit pour toute réaction qu'un haussement d'épaule et cette réplique « Comment vous dites ? Vous me faites rire, un nom pareil, ça se saurait. » Vocabulaire riche, précis, mots savants, Colette utilise toute la nomenclature de la botanique et de l'entomologie. Certains critiques lui ont d'ailleurs reproché cette érudition proche, selon eux, d'une certaine préciosité. Et Colette elle-même l'avoue sans détour, « J'aime bien faire parade d'érudition entomologique. » Car à partir du moment où il est le mot propre, le mot savant ne l'effraie jamais. Il y a même chez elle une forme de jubilation à manier le vocabulaire des sciences de la nature. Cette Colette éprise du mot rare, et la voici, qui épingle la cyste marine, le patoire, la statice, l'anthémis multicolore, et j'ai gardé pour la bonne bouche le mot pholade, nom d'un mollusque. Et quand un mot se dérobe, eh bien, elle n'hésite pas à recourir à un spécialiste pour connaître le nom inconnu de la stapélie. Et plus surprenant encore, quand elle reçoit une orchidée dont elle ne connaît pas le nom, sur la pointe de son sabot, elle voit perler une goutte miroitante. « Je l'ai mangée pour la mieux connaître. » Et puis elle poursuit son enquête à l'aide d'une grosse loupe pour l'aider à déchiffrer l'orchidée, l'instrument de la découverte, la loupe.
la même loupe, celle que Sido employait pour observer les cristaux de neige dans le jardin natal, eh bien cette loupe permet d'atteindre le cœur du mystère vital. Penchée sur un phylocactus en train de fleurir, Colette a cette même avidité de posséder l'intérieur caché du monde. Le centre du centre m'était encore à découvrir. Conquête de l'inconnu, de l'invisible, sa plume se révèle bien souvent aussi précise et efficace que le scalpel ou le microscope du scientifique. Dire, tout dire, pousser l'exploration au-delà de l'exprimable, reculer sans cesse les limites du silence, bien, il n'y a qu'à observer Colette en promenade dans un zoo. Dans le pavillon des serpents, elle s'arrête, sidérée devant un python entortillé dont certaines arabesques, dit-elle, se lisent comme des caractères d'alphabet, un O, un U, un C, un petit G, sur les monstrueux câbles immobiles. Puis soudain, tout se met à bouger, et c'est aussitôt, ils se mettent à bouger, et c'est aussitôt un nouvel alphabet qu'elle voit se constituer sous son regard. Il remue, enfle, déforme ses monogrammes et m'abuse. C'est l'O qui est un C et le G un Z. Cette scène, très belle, ne rend pas seulement compte d'un regard particulier, mais d'un véritable système d'interprétation. Utiliser la lettre, le mot, pour faire précisément éclore la nature sur la page. Pour Colette, il existe un lien organique entre l'écriture et le monde visible. Lorsqu'elle observe les lignes de ses propres manuscrits, d'ailleurs, elle les compare à des paysages parallèles, à des champs de labour, parmi lesquels la majuscule dresse un petit clocher, alors que le pâté d'encre arrondit, lui, une mare sèche. Il s'agit donc, à travers l'écriture, de créer un point de fusion avec le monde pour mieux le découvrir et le comprendre, de produire par le truchement de la langue un foudroiement qui va jeter sur la réalité une clarté jamais vue. Voilà le défi que Colette relève comme personne ne l'a jamais fait, et à ce titre, on peut dire qu'elle est l'inventeur d'une relation inouïe au langage. Parce qu'il n'est pas question pour elle de transfigurer le monde jusqu'à le rendre méconnaissable. Au contraire, elle le rapproche de sa plus intime vérité. Elle analyse, décompose, débusque l'ineffable, atteint l'univers d'une pointe si précise que nous, ses lecteurs, et nous sommes saisis à chaque instant. Et nous nous écrions, mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Penchée sur tout ce qui vit, plante, animal, être humain, Colette élargit sans cesse les limites du monde jusqu'à la vibration la plus secrète. Des images, des métaphores, des analogies saisissantes arrivent sans crier gare, sollicitent le lecteur, le mettent tout à coup en arrêt devant ce qui se présente bien comme une vision cosmique du monde. En voyage au Maroc, elle évoque les fusées de laurier en fleurs, le feu des étoiles et des orangers, le battement des rayons de l'étoile, le crépitement des oiseaux avant l'aurore, un véritable tonnerre d'oiseaux. Sous la plume de Colette, les fleurs bougent, s'endorment, s'évanouissent, pleurent, frappent, entrent, rendent visite, boivent. Autour de ces fleurs, Colette fait naître tout un petit monde de planètes, de soleils. Elle parle de petites constellations de fleurs de jasmin, blanches dont le feuillage noir par les nuits sans lune. L'image est reprise sous une autre forme dans Pour un herbier, où l'on voit le jasmin presque aussi lumineux que l'étoile. Forme ou éclat font également parler Colette du robuste feuillage en étoile de l'Hellébore et lui font souhaiter dans son jardin l'astère pour étoiler ses nuits. Autre analogie avec le monde des astres, lorsque des pastèques entr'ouvertes montrent leur cœur igné comme des planètes, ou qu'un fruit s'éloigne comme se refroidit une planète de la chaleur qu'il a formée. Les mandarines, elles, sont vues comme des petits mondes tournoyants,
ces minuscules mandarines du pays renflées sur leur équateur. Colette elle-même, à la fin de sa vie, s'identifie à un astre, l'étoile du soir. Vénus, la grande planète allumie d'éclat, à son troisième nom, Vespère, j'associe. Je suspends celui de mon propre déclin. Si les fleurs et les fruits ont parfois des figures d'astres, le cosmos, à son tour, déploie toute une parure végétale. Je ne cueillerai plus que par brassées, de grandes brassées de vent, d'atomes colorés, de vides généreux, que je déchargerai sur l'air avec orgueil. À travers tous les textes où nous voyons Colette observer, palper, respirer, goûter, disséquer, c'est donc bien une vision du monde chargée de signification qu'elle nous transmet. Les règnes ont un rapport étroit, les espèces se confondent, l'une est l'image de l'autre. Je songe, dit-elle, aux mots d'une enfant intelligente, avide de connaître la plante et la corolle, la balistique des pollens, la science topographique des racines, des stratégies du germe. Mais alors, dit-elle rêveusement, il n'y a pas de végétaux? Eh bien, pour Colette non plus, il n'y a pas de végétal, mais une seule substance vivante, protéiforme, une même et immense circulation de vie sous une apparente et infinie diversité. Si elle ne formule pas nettement de théorie, il n'en demeure pas moins que pour elle, une certaine vie unique remplit tout, nourrit tout, lie et tient toutes choses ensemble. Pour Colette, il ne s'agit pas plus seulement d'une façon poétique de parler, mais de l'intuition très vive de l'unité de la matière où tout vit, tout agit, tout se correspond dans un perpétuel devenir. Et elle en aura la confirmation dans une salle de cinéma, un jour où l'on projette un documentaire, vous savez, un de ces films, où sur l'écran, grossi 1000 fois, se déroulent des prodiges, des germinations, des éclosions en images accélérées. Devant ces images de végétaux, Colette était hors d'elle, raconte Maurice Goudquette, son dernier mari. La voix rauque et la lèvre tremblante, elle répétait avec une intensité de pythonis, « Il n'y a qu'une bête. Tu m'entends, Maurice? Il n'y a qu'une bête. » Ni bête, ni plante, ni femme ou homme, il n'y a plus que la créature seule. L'œil rivé sur le moindre spectacle de vie, Colette cherche à en percer le mystère vital et elle s'interroge où et quand commence la vraie éclosion. Elle ne se lassera jamais de la guetter. Le python l'arrête devant la cage parce qu'il présage je ne sais quelle éclosion. Et si la fleur l'émerveille, c'est exactement pour la même raison. Je reste froide devant l'agonie des corolles, mais le début d'une carrière de fleurs m'exalte, tout comme le commencement d'une longévité de lépidoptère. L'éclosion, c'est aussi celle du jour que Colette tente de saisir dans sa quintessence même. Lorsqu'elle décrit la naissance du jour, nous avons l'impression d'assister à la naissance du monde. À 3h30, tout dormait dans un bleu originel humide et confus. C'est sur ce chemin, c'est à cette heure que je prenais conscience de mon prix, d'un état de grâce indicible et de ma connivence avec le premier souffle accouru, le premier oiseau, le soleil encore ovale, déformé par son éclosion. Des Claudines, à la naissance du jour, titre hautement symbolique, du blé en herbe aux fleurs de pour un herbier, on n'en finirait pas d'évoquer les éclosions chez Colette. Et de ces visions éblouissantes, elle tire une sorte de philosophie de la création. Car l'éclosion la plus importante, finalement, eh bien, c'est celle qu'elle favorise sans relâche en elle-même. Et lorsqu'elle fait le bilan de son art, bilan que nous allons dresser maintenant avec elle, je te rassure Frédéric, eh bien c'est précisément l'éclosion qui lui vient aux lèvres, plus que sur toute autre manifestation vitale. Je me suis penchée toute ma vie sur les éclosions.
C'est là pour moi que réside le drame essentiel, mieux que dans la mort, qui n'est qu'une banale défaite. Tout ce qui m'a étonné dans mon âge tendre m'étonne aujourd'hui bien davantage. L'heure de la fin des découvertes ne sonne jamais. Le monde m'est nouveau à mon réveil chaque matin et je ne cesserai d'éclore que pour cesser de vivre.